Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Lors du dernier épisode, je t'avais informé que, cette série, cette trilogie, s'arrêtait. Figure-toi que j'ai changé d'avis. Et oui, car après tout, c'est qui le chef ici? C'est moi. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'avais très envie de clôturer en honorant Blaise Pascal une bonne fois pour toutes. Alors oui, je sais, tu vas me dire, mais elle est saoulante avec son Blaise Pascal. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand j'ai quelqu'un dans la peau ou dans le cœur, je ne peux que l'honorer. Pourquoi j'avais envie de célébrer Blaise Pascal? Parce qu'aujourd'hui, des études scientifiques, en fait, démontrent ce que Blaise Pascal avait compris grâce à l'intelligence de son cœur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, peut-être que tu sais que ça fait quelque temps maintenant, on a démontré scientifiquement que le ventre avait un cerveau. Le cœur aussi. Alors, si je survole très très vite le ventre, c'est que on sait aujourd'hui qu'il y a donc des neurones au niveau du ventre. Donc, le neurone, qu'est-ce que c'est? J'imagine globalement que tu sais. Mais voilà, c'est une cellule nerveuse qui va être spécialisée dans la communication et le traitement des infos. Et donc, généralement, on dit que nos neurones sont situés dans notre cerveau. Et oui, absolument. Mais il s'avère que la science a démontré que notre ventre contient à lui tout seul 200 millions de neurones sur toute la longueur du tube digestif. Et en fait, c'est l'équivalent du nombre de neurones qui se trouvent dans le cortex cérébral d'un chat ou d'un chien. Donc, notre ventre est intelligent comme un petit animal de compagnie qui fait son petit ronron. Alors là, je t'avoue tout de suite que j'ai voulu, et mes enfants pourraient en témoigner, te faire le ronron du chat, que je maîtrise plutôt bien. Mais bon, je vais me limiter à mes petites voix. Mais sache que je fais extrêmement bien le ronron du chat. Donc, un peu de sérieux, reprenons le cours de ce début d'épisode. Et donc, aujourd'hui, nous avons la preuve que nos émotions sont traitées non seulement par le cerveau, mais aussi par le ventre. Et donc, le ventre, a priori, enverrait beaucoup plus d'informations au cerveau que l'inverse. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que en fait, on doit apprendre à digérer correctement les informations reçues qui sont de l'ordre des émotions, les peines, les peurs, le stress. Et qu'en fait, on doit apprendre à digérer ces émotions comme on digère un repas trop gras, trop sucré. C'est vraiment la notion de traitement de nos déchets, quels qu'ils soient. Et donc, scientifiquement, on a mis en lumière que, par exemple, dans le cas du stress, la façon de gérer nos émotions va influencer sur notre système digestif.
que notre système digestif va alors modifier son microbiote. Le microbiote, on pourrait le définir comme le microcosme de l'appareil digestif. Et que donc, ce microbiote modifié va agir sur notre cerveau à travers des voies nerveuses et sanguines. Et notre cerveau sera donc atteint d'anxiété. Et cette anxiété va par exemple installer une dépression qui peut s'amplifier selon l'état digestif. Donc des preuves scientifiques du pouvoir de l'esprit sur le corps. Mais ça, c'était le cerveau du ventre. Moi, je voulais te parler du cerveau du cœur. Eh bien, une étude a été réalisée en 1991, elle a été publiée en 1994, elle a été menée par le docteur Andrew Armour, pas mal, à l'Université de Montréal. Et en fait, cette étude a révélé que notre cœur contient environ 40 000 neurites sensorielles. Ce seraient des neurones spécialisés qui possèdent leur propre petit réseau de nerfs et de neurotransmetteurs. Donc ces cellules du cœur spécialisées pensent indépendamment des neurones du cerveau. Tu entends ça? Ces cellules du cœur pensent indépendamment des neurones du cerveau. Elles ont une mémoire indépendante de celle du cerveau et elles apprennent indépendamment du cerveau. Alléluia, Blaise Pascal! Le cœur aurait donc une intelligence qui lui est propre. Une découverte scientifique qui, en fait, rejoint complètement les écrits millénaires de plusieurs anciennes traditions spirituelles. Ce qui avait été compris par le cœur depuis bien longtemps, la science le prouve aujourd'hui. Et donc le docteur Armour, lui, a déclaré qu'il est apparu clairement ces dernières années qu'une communication bidirectionnelle sophistiquée se produit entre le cœur et le cerveau, chacun influençant la fonction de l'autre. Et oui, ça t'en bouche un coin. Et donc, ce cerveau du cœur, eh bien, a un rôle de traducteur. Donc, il détecte les changements dans le corps, entre autres les changements chimiques qui sont dus aux émotions. Et il va les traduire en impulsions électriques et les rendre compréhensibles par le cerveau. Il y a aujourd'hui un domaine qui s'appelle la neurocardiologie et qui en fait étudie tout ce qui se passe autour de l'intelligence du cœur et qui s'intéresse entre autres à tout ce qui va avoir un lien avec les prémonitions, l'auto-guérison et les intuitions. Et là, je vais te parler de cette étude réalisée dans un laboratoire à l'Institut de recherche HeartMath en Californie et qui, je pense, a dû me faire sauter de joie notre ami Blaise Pascal. Alors écoute bien. Dans cette étude scientifique, 26 personnes ont participé et ont réalisé à plusieurs reprises les expériences sur plusieurs semaines. 45 images ont été stockées dans un ordinateur. 30 d'entre elles étaient des images calmes et agréables émotionnellement neutres, c'est-à-dire des images de paysages, de fruits, d'arbres, d'animaux. Et 15 images étaient émotionnellement décrites comme fortes, avec des images violentes, des images érotiques ou des images stimulantes. Et donc, elles ont été choisies par rapport à une grille de validation émotionnelle reconnue internationalement. Le participant est alors branché à un logiciel de variabilité cardiaque et qui peut, de ce fait, détecter et enregistrer les émotions désagréables.
Lorsqu'il le souhaite, le participant doit appuyer sur un bouton d'une souris et l'ordinateur attend 6 secondes et affiche de façon aléatoire une image pendant 3 secondes. Et au moment où le participant appuie sur la souris, l'image n'a pas encore été choisie aléatoirement par l'ordinateur. Le tirage est effectué au moment de l'affichage selon un algorithme crypté que ni le participant ni l'expérimentateur ne peut prévoir. J'espère que jusque-là, petit monstrueusien, tu me suis. Et plusieurs images sont présentées dans les mêmes conditions de tirage aléatoire avec un intervalle de 10 secondes après la disparition de chaque image, et ceci pour 45 images. Et maintenant, les résultats. Eh bien, l'expérience fut reproduite 2340 fois. Les participants n'avaient aucune prédisposition particulière et les résultats furent systématiquement semblables. L'affichage d'une image calme n'affectait en rien la courbe normale de neutralité émotionnelle. L'affichage d'une image violente déclenchait une courbe de stimulation telle que l'on peut constater lors de la peur, de la colère ou de l'excitation. Jusque-là, aucune surprise. Mais alors, elle est où la surprise ? Eh bien, elle vient que les courbes de stimulation apparaissaient avant que l'image ne soit affichée, alors que le choix de l'image n'avait même pas encore été déterminé par l'ordinateur. C'était comme si le cœur pressentait le danger avant même qu'il n'existe. Le pressentiment se déclenchait quelques secondes, 3 à 4, avant l'apparition d'une image potentiellement émotionnellement forte. Cette expérience fait donc constater que notre système nerveux autonome a des capacités de prévoir le danger et de nous prévenir. Ah, ce vivant, c'est tellement magique, c'est passionnant. Alors pour info, l'Institut HeartMath en Californie est aussi très à la pointe en ce qui concerne la cohérence cardiaque, a mené bien des expériences et propose des formations et aussi des applications pour vraiment travailler et muscler cette cohérence cardiaque qui a tellement de bienfaits. Alors voilà, je pense qu'à travers ces dernières infos sur ce cerveau qu'a le cœur, eh bien, je trouvais que ça clôturait complètement cette série d'épisodes pour peut-être te faire entrevoir, sans vouloir te convaincre, qu'en fait, notre cœur, eh bien, a souvent beaucoup de clairvoyance et source d'inspiration et peut apporter des solutions et aussi ressentir ce qui va être bon ou néfaste pour nous. Et je suis vraiment ravie de pouvoir faire le lien avec Blaise Pascal qui, des siècles avant, avait mis en lumière cela grâce à son cerveau du cœur. Et voilà le temps de faire une spéciale dédicace. Je t'ai parlé de cœur. Alors, des cœurs, j'en ai aussi à l'extérieur, des petits cœurs qui veillent sur un petit peu mes épisodes de podcast et qui, bien sûr, sont là pour me faire de jolis retours quand a priori, ce qui a été créé est agréable, mais aussi pour me pointer quand je fais de belles conneries. Et donc, merci au petit cœur qui m'a dit
très gentiment. Blaise Pascal, accident de voiture, tu me rappelles l'époque? Et donc, mea culpa, je voulais rétablir. Blaise Pascal a bien eu un accident de voiture de carrosse. Ce n'était pas en effet une Lamborghini ou une Aston Martin lorsque Blaise Pascal a eu cet accident qui lui a fait vivre cette expérience mystique et lui faire comprendre et entrevoir cette intelligence du cœur. Alors bien le merci à ce petit cœur de m'avoir offert l'opportunité de rétablir une vérité. Alors une question simple pour clôturer cette série, enfin. Ce serait, est-ce que, au bout de ces 4 épisodes, tu sens que ta vision sur l'élan de cœur, sur cette intelligence du cœur, sur ce cerveau du cœur, est-ce que ta vision ou ta croyance s'est modifiée? Est-ce que tu es passé du tout au tout ou alors ça a au contraire renforcé une conviction? Merci d'avance pour ce partage. Enfin, pour clôturer cet épisode, j'avais envie de chanter une chanson, mais alors là, je pense que je vais peut-être me faire moquer de moi. Une chanson qui me rappelle ma toute petite enfance. Une chanson que j'adorais quand j'étais petite. Et d'ailleurs, en y pensant, au moment où j'ai eu envie de la chanter, je me suis dit, c'est quand même assez rigolo, moi qui aujourd'hui me définis comme la fille de joie, de me dire qu'en fait cette chanson, elle parlait déjà en fait à mon cœur quand j'étais petite. Et vraiment, j'étais toute jeune quand elle est sortie cette chanson. Et je me souviens que chez mes parents, et mes parents m'ont confirmé il y a quelques jours, mon papa avait un transistor Sony. Et en fait, à l'époque, aujourd'hui j'ai une enceinte, je ne vais pas dire la marque, je ne vais pas faire de pub, mais que je trimballe un peu partout. Il y a toujours de la musique là où je vais. Et en fait, à l'époque, ce transistor, mon papa écoutait beaucoup Stop ou encore sur RTL. Et en fait, j'emmenais ce transistor dans la salle de bain pour me doucher avec la musique. Et cette chanson, elle me rappelle ces moments dans la cuisine avec mon père ou moi dans la salle de bain en train de chanter à tue-tête. C'est une chanson, je rougis presque au micro, d'Herbert Léonard, ouais, qui s'appelle Pour le plaisir et qui avait été entre autres coécrite avec Julien Lepers. Et j'avais envie de la chanter, je trouvais qu'elle était tout à fait adaptée pour clôturer cet épisode. Belle écoute. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir. En passant, simplement lui sourire, pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir, pour le plaisir, s'offrir ce qui n'a pas de prix, un peu de rêve à notre vie
et faire plaisir. Pour le plaisir. Ne plus courber le dos, même pour réussir. Préférer être bien dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou. Et un soir, tout claqué d'un seul coup. Pour le plaisir, ne plus courir, ne plus compter, prendre la vie du bon côté, sans réfléchir. Pour le plaisir, pour le plaisir, on peut aussi tout foutre en l'air, faire souffrir comme on a souffert et revenir. Pour le plaisir, pour le plaisir. Oubliez qu'on a dit un jour, ça sert à rien les mots d'amour, et te les dire. Pour le plaisir. Et voici la petite plongée dans l'enfance. Alors, n'oublie pas, tu as envie de noter Monstrueusement Humain, tu peux le faire sur Apple Podcast. N'hésite pas à mettre des étoiles, n'hésite pas à mettre un avis. Tu as envie d'en parler, mais vas-y, prends un haut-parleur et parle de Monstrueusement Humain partout autour de toi. Et puis, tu as envie de faire une petite papote, de témoigner à l'oral ou bien par écrit, et je porterai ta voix. Tu penses en parler à des jeunes, n'hésite pas. Je suis toujours curieuse et en joie de rencontrer de nouvelles personnes. Sur ce, c'est la fin de cette série cette fois. Je te dis à tout bientôt, que l'histoire continue.